Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 25 septembre 2024. Alors une petite baisse sur les marchés, notamment sur le CAC. Sur le Dow Jones aussi, on est légèrement négatif aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez courant après une grosse hausse. On a toujours un cours qui s'ajuste un petit peu et qui revient à la moyenne, mais avec toujours une impulsion qui a été lancée. Et tant qu'on ne dégrade pas la tendance, on va plutôt quand même vers un changement de cours à la hausse. Donc on le voit sur le CAC, on perd 0,5. On a toujours ce gap ici qui n'a pas été comblé, hein, notamment sur l'annonce des plans de relance de la Chine et peut-être d'une croissance retrouvée. En tout cas, c'est le but. On n'est pas encore sur des chiffres qui sont tombés, on est plus sur une relance avec un gouvernement qui va mettre en place diverses mesures pour relancer l'économie. Donc ça va se traduire forcément un peu plus tard et dans quelques semaines ou dans quelques mois. Pour l'instant, c'est plus des promesses qu'autre chose, mais on a toujours une forte résilience du CAC, on le voit, toujours sous les 7007, hein, donc sous les 7007 on n'est pas haussier, on est dans de la construction, on les aura certainement avec des chiffres intéressants de la part de la Chine et aussi de la part des entreprises européennes. Un petit point avant de commencer sur les chiffres. Demandeurs d'emploi en France ont été un peu plus élevés que dernièrement, on était à 2,8 millions. Dernièrement, on est à 2 951 000, donc petite hausse quand même, et un marché de l'emploi qui va se tendre un peu en France. On verra notamment aux États-Unis, hein, en Europe, ce qu'il en est, mais on a quand même un petit ralentissement sur ce secteur-là en France. Et puis, vente de logements neufs aux États-Unis, c'était un chiffre intéressant aujourd'hui, 716 000 au lieu de 693 000 espérés et 739 000 précédemment. Ça veut dire qu'on en a vendu moins que précédemment, mais un peu mieux qu'espéré. Donc un peu un statu quo sur le vente de logements neufs. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un delta important là-dessus. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc le CAC, hein, on l'a dit, qui suit un peu la tendance d'un possible rebond. On va regarder un peu en détail ce que les actions du CAC font, et notamment les secteurs, hein, qui le poussent vers le haut ou vers le bas. Ce qui serait intéressant de voir ces prochaines séances, c'est justement ce gap, hein, à 7518. Si on le garde un petit peu et qu'on garde une dynamique pour aller plutôt vers le haut, ou si finalement on a un rebond qui s'essouffle un peu et qu'on vient le combler. Alors même si on le comble, ce ne serait pas catastrophique parce qu'on voit, hein, qu'on a toujours ce travail au-dessus de la congestion qui s'est fait autour de la moyenne à 20 jours. Sur les 7005, donc les 7005 à tenir, essayer de travailler au-dessus vers les 7007 et peut-être s'ouvrir quelque chose plus tard. On va regarder surtout, alors le dos, on a parlé, est légèrement négatif aujourd'hui, mais on voit qu'il est sur ses plus hauts, hein. Il a fini hier sur son plus haut historique, le Dow Jones. Donc rien de catastrophique. Lui aussi devrait être peut-être porté par une relance de la croissance, on verra. Et le Nasdaq s'en sort un peu mieux aujourd'hui, plus 0,2, mais alors lui, il n'est pas encore sur ses plus hauts, mais il a quand même consolidé grandement avec notamment des grandes valeurs, hein. On en parle souvent, des valeurs technologiques qui sont en phase de consolidation, ils sont plutôt vers le haut. On va pas faire Nvidia aujourd'hui, toujours dans sa phase de construction, mais elle est plutôt positive aussi. Donc moi, je suis toujours plutôt positif sur le Nasdaq, les grosses valeurs big data, hein, notamment, et les tech, intelligence artificielle, donc toujours plutôt positif à moyen terme. On va regarder donc les grosses valeurs du CAC aujourd'hui pour voir. Alors environ une quinzaine, hein, dans le vert et plus ou moins 25 dans le rouge. On va regarder surtout les grosses performances. Alors on a Téléperformance. Moi, je suis toujours dessus, hein, Téléperformance. J'attends un comblage de gap surtout, et puis retrouver le cours au-dessus largement au-dessus des 100. 100, ça me semble un peu bas quand même par rapport à la valeur de l'entreprise. Pour l'instant, c'est neutre. On attend toujours, hein, ce retour ici. Et surtout le support qui doit tenir les 93. Donc aujourd'hui, mais depuis 2 semaines, on fait rien, hein, sur Téléperformance, on le voit. C'est pas forcément flagrant. Donc on va pas en parler plus que ça. Et voilà, oui, c'est ça que je voulais voir, c'était Hermès, donc le luxe.
Et maintenant, quand on parle de luxe sur le CAC, on serait plus tenté de parler d'Hermès que d'LVMH, hein. Je rappelle, LVMH, c'est la première pondération du CAC. Elle est à, alors aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas regardé, mais elle est aux alentours de 15%, hein, plus ou moins. Alors forcément, ça varie avec la capitalisation. Plus elle va monter, plus elle va prendre de poids, et plus elle va descendre, plus elle va être moins importante. Mais elle est dans ces eaux-là autour de 15%. Hermès, c'est un peu moins. Mais c'est aussi une des grosses valeurs, hein, qui fait bouger le CAC un peu avec elle par rapport à d'autres valeurs comme Unibail notamment, qui sont tellement peu pondérées qu'elles font pas grand-chose. Hermès, donc une valeur importante qui est en train de reverdir un petit peu sous l'impulsion notamment de la Chine qui pourrait revenir. Et on le voit. Gap haussier, donc c'était hier, avec notamment les annonces de la Chine, 1934, 1987, on a un gap entre ces deux zones. Et surtout, hein, l'objectif d'aller taper une quatrième fois, hein, cette oblique, et peut-être la casser. Ça viendra avec la croissance de la Chine probablement. Mais on voit que c'est plutôt... C'est pas fort. Si on regarde le graphe techniquement parlant, on est toujours dans une zone de consolidation ou de dégradation, mais par rapport aux autres valeurs du luxe, oui, Hermès, elle est plutôt intéressante, et c'est plutôt celle-là qu'on va choisir, plutôt qu'LVMH, plutôt que Kering, évidemment. Et alors L'Oréal est pas mal aussi, hein, ça se vaut, je pense, en termes de technique sur les niveaux clés. Et au niveau de ce qui n'a pas fonctionné, alors total, on perd 1,94%. Mais il y a une partie qui est due au dividende, hein. Elle a donné son dividende. Donc il y a mécaniquement, alors, j'ai pas tout refait, mais j'ai fait les principaux. Oui, il y a environ la moitié, quasiment, en gros, je crois que c'est 1%, plus ou moins, qui est due au détachement de dividendes. Donc la baisse de 1,9, en fait, il faut diviser par deux pour avoir la baisse du cours actuel, parce que sinon, sans dividende, hein, on serait aux alentours des 61. Moi, je suis toujours plutôt favorable. Alors, là aussi, l'écart se fait avec la variation qu'on a eue notamment hier, et la grosse hausse avec la Chine qui pourrait repartir. Souvent, le lendemain, hein, il y a un rééquilibrage, mais ce qu'il faut voir, c'est un peu l'impulsion donnée, et surtout les niveaux, hein, sur lesquels on est, qui sont bas, qui sont souvent rachetés. Donc, sur Total, à moins qu'on ait de grosses mauvaises nouvelles sur la croissance, ça devrait être un point plutôt intéressant pour capitaliser dessus. Et puis, secteur auto, on en a parlé, secteur auto toujours un peu en berne, hein. La transition thermique électrique ou thermique hybride, ça a été assez compliqué pour les constructeurs auto. Et surtout, ce qui leur a fait du mal aussi, bah, c'est le... ce qui leur a fait du mal, c'est les aides de l'État qui ont aidé en partie les ventes sur les premières ventes, hein, des véhicules électriques et hybrides. Et quand il n'y a plus eu ces aides, les ventes ont plongé. Donc il faudrait, alors à savoir s'il faut perfuser le secteur ou pas pour vendre de l'électrique et de l'hybride en attendant. Mais oui, sans ces aides de l'État, finalement, ça a un peu plongé. Et on le voit sur Stellantis, ça continue de plonger. Le rebond technique, il était intéressant de le suivre ici sur les 15,36, parce qu'on c'est cette zone-là, hein, le plus haut de 2022, de mars 2023, qu'on a cassé en juillet 2023 et qu'on a rebondi en août 2023. Donc vraiment une zone clé. Et on voit, quand on revient dessus, on va la tester, et c'est toujours une résistance. Donc sous les 15,36, c'est toujours baissier, il n'y a rien à faire. Et hein, on est en train de construire. Ça va demander encore beaucoup de travail, hein, sur Stellantis, qui a des marges qui sont effondrées, et qui a des problèmes avec ses véhicules, notamment sur les airbags, hein. Euh, Ça fait pas mal de mal en termes d'image. Alors en France, oui. Après, je sais pas si à l'international, ils en ont entendu beaucoup parler, mais forcément, hein, quand vous achetez une voiture, vous n'avez pas trop envie d'acheter chez Stellantis, du coup. C'est pas rassurant. Et puis Renault, pareil, hein, alors Renault qui est un peu plus forte quand même que Stellantis, qui a une gamme un peu plus intéressante, mais elle aussi est pâtie du manque, hein, de, d'aide de l'État, d'aide financière pour acheter, hein, des véhicules qui sont quand même relativement chers.
Et pour l'instant, on a eu une première salve avec les aides, des premières ventes intéressantes, mais il faut aider hein, pour la deuxième vente. Et peut-être que cette deuxième salve sur les ventes de véhicules électriques et hybrides, ils vont peut-être pas profiter aux constructeurs européens, mais peut-être plus aux constructeurs chinois qui sont en train de pénétrer le marché, qui ont des prix un peu moins élevés. Et je pense que c'est eux. Alors il faudra voir les droits de douane, mais parmi les constructeurs auto qui ont des droits de douane les moins chers, c'est peut-être eux qui vont prendre une grande part de marché. On a vu il y a quelques années Tesla prendre pas mal de parts de marché, notamment en Europe, parce que c'était les leaders et les premiers un peu. Euh, ils sont, ils ont commencé à se faire un peu manger le marché par tout le monde, parce que tout le monde était obligé de s'y mettre, parce que le thermique va à un moment donné être interdit un peu partout dans le monde. Et les Chinois sont en train de prendre leur part, à la fois chez eux, mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, peut-être moins, parce qu'il y a des droits de douane justement super élevés. Mais en Europe, il y a des accords qui sont en train de se faire. Et les constructeurs chinois devraient pouvoir vendre, et on devrait en voir hein, de plus en plus chez nous, des véhicules électriques, des véhicules hybrides chinois. Donc concurrence acharnée hein, pour le secteur auto. Et on n'est pas forcément rassuré sur les constructeurs auto traditionnels, dont beaucoup, on a eu Volkswagen, on a eu Mercedes qui ont fait des profit warnings, hein, des alertes sur résultats qui devront être plutôt décevants. Et je voulais regarder quelques valeurs. Alors j'ai mis dans les valeurs abonnées, mais bon, t'es pas forcément demandé, mais c'est les valeurs que je voulais voir aujourd'hui notamment. On a alors, au Rubis, j'ai répondu en commentaire, hein, je crois de mémoire. Il y a eu des résultats qui étaient un peu décevants, notamment dû à une usine à Hambourg qui était fermée pour cause de maintenance. On a amélioré les capacités de production, c'est-à-dire qu'on devrait à terme produire plus avec cette usine, mais il fallait faire des travaux dessus, donc on a fermé. On a également eu des contraintes réglementaires par rapport aux émissions hein, et à la pollution. Là aussi, ça demande du coût et ça demande de la maintenance, donc de fermer une certaine partie de l'usine ou toute l'usine. Ça a coûté énormément d'argent, oui, forcément, à Aurubis. On attendait un résultat avant impôt, je crois, sur l'année de 380 à 481 millions. Et ça a été finalement revu entre 300 et 400 millions, donc quasiment 20% ou un quart de moins. Ça explique, ça explique la baisse. Cela dit, les travaux étant passés, le cours du cuivre qui continue de monter, on est sur un point bas qui devrait être racheté, qui a déjà été racheté plein de fois ici, hein, on va dire au-dessus, entre les 50 et les 60, et on le voit sur les 60 dernièrement. C'est un point bas hein, de la valeur, avec toujours un cours du cuivre qui est en train de partir actuellement. Hein. Donc moi, je suis plutôt toujours favorable. Alors oui, c'est décevant hein, si on a investi depuis plusieurs mois et qu'on a subi ces baisses. Maintenant, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que les 59 et que là, on a un niveau intéressant, je pense, encore pour recharger ou pour s'investir maintenant. Et les futurs chiffres hein, qui seront annoncés probablement avec des marges qui devraient augmenter parce que justement la capacité de production sur l'usine d'Hambourg elle a augmenté, les travaux ont été faits, le cours du cuivre est élevé donc on va le vendre plus cher forcément, donc les marges sur Eurubis devraient augmenter rien que sur le cours du cuivre. Ça fait beaucoup de choses qui devraient permettre à Eurubis d'avoir des chiffres et des résultats intéressants prochainement. Donc moi je suis toujours positif sur Eurubis. Maintenant il est vrai que depuis printemps, mois de mai, ça fait pas grand chose. Mais je pense que ça va partir et je suis plutôt toujours favorable. Bouygues, alors oui je voulais le voir notamment par rapport à la construction et l'annonce qu'on a eue en Chine qui a aidé pas mal de valeurs hein, à construction. Alors Bouygues c'est pas que ça, mais on voit quand même que finalement elle en a pas profité, donc c'est plutôt une valeur sur laquelle on aura plutôt quelques réserves. Parce qu'au moins le secteur construction un peu relance, ça aurait pu booster un peu Bouygues, ça n'a pas été trop le cas. Malgré ça, elle a aussi triple échec sur la moyenne à 200 sur les 33 qu'on a cassé en juin, échec au mois de juillet et échec septembre, début septembre.
On n'y arrive pas pour le moment. Ça, c'est pas rassurant. Et puis, c'est un range qui pourrait casser un peu vers le bas. Donc, sur Bouygues, moi, je suis plutôt négatif quand même. Sur Genfit, alors le problème avec Genfit, c'était intéressant. C'était intéressant dans l'ellipse. On va voir pourquoi. Euh, parce, parce que déjà, c'est une biotech, c'est soumis souvent aux news, ça pète très fort. Quand ça pète très fort, il vaut mieux être investi avant plutôt que d'essayer de jouer le coup rapidement parce que c'est revendu aussi souvent fort. On n'arrive pas à capitaliser dessus généralement, c'est assez rare. Euh, on a des fois des poussées assez fortes, mais là on le voit depuis un moment. Entre à décembre 2021, c'est vachement loin. Et maintenant, donc ça fait 3-4 ans, on est toujours dans ces niveaux entre 2,7 et 5. Alors les 5, on les a dépassés un petit peu, mais souvent, on voit des grosses explosions qui sont rendues après. Alors oui, quand vous avez une journée, vous rentrez le lendemain, ça peut être intéressant, mais là, le problème, c'est que sur Genfit, euh, on est déjà sur des niveaux qui ont été souvent vendus et sur les plus hauts. Alors ce qui est intéressant, c'est les volumes, mais même les volumes, ils dépassent pas les grosses explosions du mois de mai dernier, hein, en mai 2024. Par contre, ce qu'on peut faire pour jouer à nouveau ce genre de valeur, ou Genfit ou autre, c'est voir notamment les grosses explosions, les retours à la normale, et après la congestion qui se fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et ici, à partir du rebond technique au plus haut, on a, on le voit, des rebonds qui nous permettent de tracer une phase de congestion. Et c'est ça qu'il faut jouer. Quand on arrive sur la fin de la congestion, on peut s'investir. On peut s'investir pourquoi? Parce qu'on a ici un rebond sur la moyenne à 200 avec le chandelier du 5 août. C'est racheté une première fois et on revient une deuxième fois ici. Le 4 septembre, c'est la même chose. Rebond sur la moyenne à 200, c'est racheté. Derrière, on a quoi? On a une phase de congestion ici et toute cette période-là, hein, dans l'ellipse, c'est le moment où vous devez acheter Genfit si vous voulez jouer justement cette explosion. Donc vous avez en gros entre 1 et 2 semaines où vous pouvez vous placer. Et là, boum, on a l'explosion notamment du 20 septembre. Et après, c'est compliqué de se placer parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut plutôt se placer avant. Et là, on arrive déjà, hein, sur des niveaux qui sont souvent vendus. Donc, alors, est-ce que ça va enfin démarrer ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est des lignes spéculatives. Généralement, c'est pas quelque chose sur lequel on s'investit énormément et longtemps. Hafner Energy, alors elle fait déjà un début de rebond. Moi, je l'attends plus bas. Je l'achète pas ici, c'est trop cher. Par contre, je l'attendrai, oui, sur les 0,09. Ça m'intéresserait. Donc, j'espère qu'elle va encore descendre. Baisser un peu en volatilité ici et la racheter. Imeris, j'en parlerai peut-être ce soir ou demain. Intel, alors Intel, il y a eu je crois que c'est Qualcomm qui a fait une proposition d'OPA euh, qui était valorisée, je crois, à 100 milliards, mais ça valorisait pas tant que ça Intel, hein, en termes de pourcentage. On était, je crois que c'était au 27 ou 28. Donc la possible prime est pas énorme. Si l'OPA se fait, il y a aussi des probabilités que l'OPA se fasse pas parce que en termes de concurrence et de position antitrust, il faut que la commission, alors c'est pas européenne, mais l'équivalent, hein, aux États-Unis donne son aval, ce qui est pas sûr. Et Intel, alors c'est vrai qu'elle est tellement descendue que ça la rend peut-être un peu opéable, intéressant, mais moi j'ai quand même quelques réserves. Alors à court terme, peut-être jouer un peu la hausse, et encore il fallait le jouer peut-être un peu avant. Euh, j- J'éviterais. Ça veut pas dire que ça va pas monter, mais je préférais jouer les grosses sur des signaux importants. Alors oui, là il se passe quelque chose, mais combien de temps ça va durer? Et puis même malgré ça, hein, la hausse, elle s'est même pas fait avec un gap sur Intel. C'est-à-dire que les pourcentages sont pas faramineux. Mat Pharma, c'est toujours une valeur sur laquelle je suis, c'est une petite ligne spéculative, mais on le voit aujourd'hui, gros volume. Potentiellement, hein, des bonnes news qui peuvent arriver sur des phases 2, phase 3. Ça pourrait enfin décoller. On a eu une descente, notamment avec des augmentations de capital, hein, qui se sont fait, alors je crois que c'était autour des 7 ou des 8. Ça pourrait repartir, hein. Gros volume aujourd'hui. À surveiller ce que ça va faire. Éventuellement, il y a une grosse explosion à jouer en spéculatif. NFL Biosciences, alors oui, ça déçoit un peu. On a cassé notamment les deux, notamment depuis hier.
Bah, je pense qu'il faut quand même rester un petit peu. C'est pas perdu. Et puis souvent, quand on commence à baisser comme ça, il y a un peu des réactions qui se font. Alors, si ça se fait pas et qu'on continue de baisser, il faudra peut-être oublier. Il y a un gap hein, sur les 1,62. Mais si on dézoome, on voit que c'est loin d'être catastrophique et qu'on est toujours dans cette zone un peu de point bas avant des explosions. C'est ça qu'on joue hein, sur les spéculatifs, c'est les gros booms. Alors, ça me semble un peu tôt pour abandonner, d'autant qu'on n'a pas des volumes très forts à la baisse, comme on peut avoir dans le cas d'une capitulation. Donc, je pense qu'il faut encore rester un peu SEB. Pourquoi j'ai mis SEB? Parce que la Chine, sur SEB, le débouché, le marché chinois est énorme, hein, notamment sur les classes moyennes, qui devraient se rééquiper en petits et moyens électroménagers. Si c'est le cas, le chiffre d'affaires de SEB devrait repartir à la hausse. Donc c'est pour ça qu'avec les récentes annonces de la part de la Chine de plan de relance pour la croissance, ça pourrait être intéressant. Bah, pour SEB aussi, on a aussi cette oblique-là hein, sur SEB, on le voit, on va nettoyer un peu, on vient le frôler aujourd'hui. Si on le casse et puis on casse aussi ça, hein, les 99, c'est-à-dire que si on retrouve SEB au-dessus des 100 euros, on aura potentiellement hein, un signal intéressant pour la suite à moyen terme sur SEB. On voit que c'est en train de jouer un peu la cassure vers le haut et quelque chose de positif sur SEB à surveiller ces prochains jours. Hein, si on continue de monter, ça pourrait être intéressant de se placer. Alors Steve, il y avait un abonné hein, qui nous avait dit potentiellement il se passait quelque chose. Bah, bien vu, ça a cassé lundi et ça continue depuis avec des volumes intéressants. Donc oui, on avait une phase ici d'accumulation hein, sous résistance à 19,3 avec des plus bas de plus en plus haut et donc la cassure qui est arrivée sur Steve, donc bien joué avec le nouveau support hein, autour des 19,3 et puis le gap ici sur les 19. Donc a priori on est toujours parti pour quelque chose d'intéressant et haussier sur Steve avec un nouveau support hein, autour des 19. Et enfin Ubisoft, beaucoup de ventes à découvert sur Ubisoft, ça a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer contre Ubisoft, donc plutôt les accompagner, d'autant qu'on a eu une mauvaise nouvelle récemment, c'est qu'Ubisoft n'allait pas être un salon, alors je sais plus lequel c'est, je sais pas si c'est l'I3 ou un autre, où ils allaient notamment dévoiler un peu plus d'annonces sur Assassin's Creed. Et s'ils ont annulé leur présence, c'est peut-être qu'il va y avoir un retard d'Assassin's Creed. Alors, est-ce qu'il va sortir au moins pour Noël ou pas? Mais si on commence à annuler sa participation, généralement c'est pas bon signe. Ça va remettre à plus tard hein, les bonnes nouvelles forcément. Ils font un peu peur Ubisoft. Hein, en ce moment tout va mal. On aurait tendance à accompagner la baisse parce que même si la valorisation arrive quand même sur des niveaux super faibles, faut pas jouer contre le marché. Le marché a décidé de les vendre et de les saccager. Il faut pas essayer d'attraper un éventuel point bas parce qu'on peut toujours aller plus bas. Et je pense que sur Ubisoft, on va aussi aller plus bas. Donc attendre que le marché se calme, éventuellement jouer contre. Et puis quand la valeur ne vaudra beaucoup moins, on attendra les bonnes nouvelles et le rebond qui là pourrait être intéressant à jouer, mais pour le moment je pense que c'est beaucoup trop tôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent aussi, comment vous achetez et vous vendez vos actions. On en discutera. Bon trade, à plus.